Salut les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé les amis. Content de vous retrouver ce week-end prolongé avec bien sûr notre fidèle Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. Alors, Et je vous donne la parole de suite. C'est un week-end long. Alors, je souhaite un bon week-end à tous et à toutes et à tous. N'hésitez pas, les amis, à profiter du soleil. Ils annoncent un week-end très ensoleillé. Alors, les amis, comme d'habitude, je vous invite à partager un maximum le live. Vous avez la possibilité aussi, comme d'habitude, d'interagir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Altitude, republier un maximum les vidéos, les chroniques hebdomadaires avec Monsieur Jacob Cohen. Hein. Nous avons pris cette habitude depuis plus de 3 ans maintenant. Alors, nous allons évoquer un premier sujet avec Monsieur Cohen, c'est ce fameux républicain, les élections, pardon, aux États-Unis, des mid, je ne sais plus comment on les appelle, les mid-terms, oui, avec ce fameux Thomas Massie qui a été évincé, hein, face à un oui. candidat soutenu par Trump. Alors c'est oui, bon, il faut quelques précisions. Je vous laisse Euh, développer, Monsieur Cohen. voilà. En fait, on n'est pas encore aux élections de midterms. Les élections de midterms auront lieu en novembre. Ce qui s'est passé cette semaine et ce qui se passe pendant ces temps-ci aux États-Unis, c'est que, mettons, ce Massy, c'est un élu à la Chambre des représentants. Seulement, tous les 2 ans, il met son poste en jeu. Sauf que quand il met son poste en jeu, il y a quelqu'un du Parti républicain qui dit moi, j'ai envie de le contester. Je le mets au défi. Et donc, en fait, l'élection qui a eu lieu, ce n'est pas pour la Chambre des représentants, c'est pour désigner le candidat du Parti républicain. C'est ce qu'on appelle une primaire. C'est-à-dire, en fait, c'est un avant-match. C'est-à-dire que le Parti républicain va désigner le candidat de cette circonscription pour affronter le candidat démocrate au mois de novembre. J'espère que c'est clair. Ces primaires sont très populaires aux États-Unis. Pratiquement toutes les élections connaissent des primaires. C'est un système très ouvert. C'est-à-dire que n'importe quel militant peut dire voilà, moi je défie. Alors que Massy, par exemple, ça fait, je sais pas, ça fait 10 ans qu'il est élu à la Chambre des représentants. Mais ça n'empêche que quelqu'un est arrivé, il a dit moi je veux une élection primaire, je veux une primaire. Et les électeurs ont tranché. Qu'est-ce qu'elle avait de spécial, cette primaire? Elle avait quelque chose de très, très particulier. D'abord, Massy fait partie de ces, on dirait en France, pardon, on dirait en France un candidat de l'Amérique profonde, de la France profonde. C'est-à-dire quelqu'un du Kentucky. Le Kentucky, c'est comme si vous disiez en France la Creuse. Voilà. Donc, c'est quelqu'un vraiment de l'Amérique profonde, l'Amérique rurale, l'Amérique des petites villes, l'Amérique des valeurs. Et, et lui, il a été un grand fervent supporter de Trump, c'est-à-dire ce que Trump voulait appliquer dans son programme, c'est-à-dire America First, la priorité à l'Amérique. Donc, plus de guerres à l'étranger, c'est-à-dire où on dépense de l'argent pour ces guerres, développement, s'occuper du pays, qui est vraiment dans un état lamentable, c'est-à-dire la moitié des Américains n'ont pas de sécurité sociale, ont des problèmes de logement, les routes sont mal entretenues, les écoles sont très chères. Enfin, vraiment, c'est un pays, c'est normal, c'est un pays qui a fait 30 000 milliards de dettes en 20 ans ou 30 ans.
D'accord? 30 000 milliards de dettes en 30 ans. Pourquoi? Eh ben parce qu'il a 800 bases à l'étranger, 800 bases militaires. Il est continuellement en guerre. Il a des budgets de la défense absolument hallucinants. C'est-à-dire, Trump a prévu un budget de 1500 milliards de dollars, une hausse de 50%. Cet argent, il est au détriment des services publics. Il est au détriment de la vie des Américains de tous les jours. Et donc, c'est pour ça que Thomas Massie a été un grand supporter de Trump. Et une grande gueule aussi. Et très connu comme une grande gueule, qui dit ce qu'il pense. Ce n'est pas le politicien de carrière qui Monsieur fait Cohen, Oui, excusez-moi, je vous interromps. Vous avez dit, ce Thomas Massie est un grand supporter de Trump. tout à fait. Mais, Était. mais pourtant, récemment, il s'était bien opposé à la guerre en Iran. Et... Oui. Eh ben, était un grand supporter de Trump. Je vais développer. D'accord, je vous laisse finir. Allez-y, monsieur Cohen. Et donc, il a cru le discours, il a cru au discours de Trump, puisque Trump, c'était son programme. America first, make America great again. C'est-à-dire l'Amérique d'abord. Or, qu'est-ce qui est arrivé Et puis, la morale, c'est-à-dire la publication des dossiers Epstein. Ça aussi, Massie s'était beaucoup battu pour ça. Et lorsque Trump est élu, d'abord, on a fait l'embargo sur le dossier Epstein, et puis ils ont continué à envoyer des dizaines de milliards à Israël. Et Massie commençait déjà à critiquer Trump dès l'année dernière à cause de ça, c'est-à-dire l'aide massive à Israël. Par exemple, Massie a voté contre l'aide inconditionnelle à Israël. Massie a fait une campagne acharnée pour la publication du dossier Epstein. Évidemment, cela allait contre les intérêts du président Trump. Mais c'était une voix. Il y a eu quelques voix comme ça au Parti républicain, notamment par exemple une femme aussi qui s'appelle Taylor Greene. Voilà. Et donc, Trump a déclenché la guerre en Iran le 28 février. Et Thomas Massie est parti en guerre, si on veut. Enfin, il a critiqué énormément cette guerre, une guerre qui est faite pour Israël, au nom d'Israël, pour les intérêts d'Israël, dans laquelle l'Amérique n'a rien à voir, n'aurait dû rien avoir. Et les Américains en ressentent les effets. C'est pas une guerre qui se fait comme ça, comme si de rien n'était. Par exemple, l'essence. L'Amérique est un pays où on roule énormément, enfin où il y a des autoroutes partout. L'essence, le diesel, ce sont quasiment le sang du pays. Enfin, c'est comment dire, l'élément moteur et essentiel du pays. Tout le monde roule. Vous savez, par exemple, il y a quelques années, j'étais chez quelqu'un à Kansas City. J'ai passé quelques semaines. Mais, par exemple, on est allé, il m'a dit, on va aller voir des amis qui ont un salon de coiffure. Ben, le salon de coiffure a 6 places de parking. Je veux dire, on ne peut pas imaginer un salon de coiffure qui n'a pas des places de parking, parce que les gens viennent en voiture. Si vous n'avez pas des places de parking, les gens ne viendront pas. Donc, enfin, juste pour vous donner une idée.
Voilà, le salon de coiffure avait un parking comme si on était devant un supermarché. Et c'est tout partout comme ça. Et donc l'essence, c'est vraiment le moteur de la vie des Américains. Or, l'essence a doublé. Dans certains États, a doublé. Vous imaginez, vous payez 50 $, la fois d'après, vous payez 100. Sans compter que les agriculteurs, l'élément moteur de l'électorat Trump, eux aussi, ils trinquent parce que les engrais ont augmenté. Le diesel pour leurs énormes machines. Une compagnie d'aviation a fait faillite, compagnie privée, j'ai oublié son nom, enfin, le nom m'échappe pour le moment, mais elle a fait faillite parce que le kérosène, elle ne pouvait plus payer le kérosène. Et donc, en fait, il y a un début de crise colossale en Amérique à cause de cette guerre. Et encore, elle n'est pas finie. Et donc, sur ces entrefaites, Thomas Massie devait affronter un candidat républicain. Or, Thomas Massie, il est l'objet d'une haine inextinguible du lobby sioniste qui a juré d'avoir sa peau. Parce que le lobby sioniste ne peut pas tolérer un membre de la Chambre des représentants ou un sénateur qui critique ouvertement Israël, voilà, qui dit qu'il n'est pas question de verser de l'argent de manière inconditionnelle à Israël, il n'est pas question de faire la guerre d'Israël au nom d'Israël, ça doit s'arrêter. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'ont fait les lobbies sionistes? Je vous rappelle, c'est une élection, c'est un scrutin, une primaire, c'est une primaire. On ne vote pas encore pour la désignation du futur représentant. D'accord? C'est juste une primaire. En général, les gens dépensent quelques dizaines de milliers de dollars en publicité à la télévision, en recrutant quelques personnes, etc. C'est juste une primaire. C'est comme si à la mairie de, je ne sais pas moi, d'une petite ville dans la Creuse, il y avait un maire qui allait se présenter, et pas à la mairie, juste pour être candidat à la mairie et qu'il y a un adversaire, pour dire qui est le candidat qui va présenter le parti. Donc c'est rien du tout, c'est une affaire mineure. Or, les milliardaires sionistes ont juré d'avoir la peau de Massie. Ils ont mis, je ne sais pas, je vais vous dire le chiffre, enfin, je ne sais pas si on peut réaliser, 33 millions de dollars pour une circonscription agricole perdue au fin fond du Kentucky. Je ne sais pas si au fin fond, mais en tout cas, le Kentucky déjà est un État rural. Quand on parle du Kentucky, c'est vraiment, c'est comme si on parlait de la Creuse. J'ai rien contre la Creuse, mais disons, c'est un État, enfin, je n'aime pas le mot arriéré, mais disons, l'État le plus traditionnel, le moins développé, le plus rural, etc. Voilà. Mais les milliardaires ont mis le paquet. Et Massie a perdu. Il a obtenu 45%. Quand on met 33 millions de dollars, je ne sais pas si vous imaginez une petite circonscription où quasiment peut-être, je ne sais pas moi, 20 heures sur 24, la télévision n'était consacrée qu'à abattre Massie. Bon. Alors que son adversaire était un inconnu. Voilà. Mais le lobby a mis 30, mais ce sont des milliardaires, les sionistes. Et donc, c'est très important ce qui s'est passé aux États-Unis cette semaine. Parce qu'en fait, d'ailleurs, quand j'ai envoyé le sujet à Wally, j'ai dit que le lobby ou le fric ou la finance sioniste, elle achète la démocratie américaine. Voilà. C'est-à-dire quasiment, là on voit un exemple de l'appropriation du vote américain
par des milliardaires sionistes. C'est pas, vous savez, Trump, il y a une milliardaire qui s'appelle Adelson. Son mari avait fait des milliards dans les tripots à Las Vegas. Cette femme, elle avait donné pour la campagne électorale de Trump 100 millions. Elle a des milliards. Bon. Et il y a cette vidéo où Trump, sous forme de boutade, il dit, comme ça en public, j'ai vu la vidéo, il dit, je ne sais pas si Mme Adelson aime plus Israël que l'Amérique. Mais bon, la réponse était évidente. Ce ne sont pas de vrais Américains, ce ne sont pas de vrais patriotes. Ils travaillent pour un pays étranger qui suce le sang de l'Amérique. On a calculé qu'Israël a coûté 300 milliards à l'Amérique. 300 milliards depuis 40 ans. Voilà, enfin, c'est juste un vampire qui suce le sang de l'Amérique. Et donc, voilà des milliardaires sionistes qui viennent et disent on n'aime pas ce candidat républicain attaché à l'Amérique, attaché aux valeurs de l'Amérique et qui s'intéresse à la prospérité des Américains et on va l'abattre. Voilà. Et ils l'ont abattu. Bien sûr, c'est un élément de puissance, d'arrogance, de domination. Ils disent aux Américains, les Juifs disent aux Américains, on va vous obliger à voter pour ceux qui nous soutiennent et qui nous donnent du fric. Voilà. C'est ça le message. Vous êtes des pauvres mecs, des pauvres crétins, d'accord? Des rednecks, vous savez, comme on dit aux États-Unis, ça veut dire, vous savez, les rednecks, ça veut dire les pecnos, voilà. Redneck, ça veut dire le cou rouge. Je ne sais pas d'où vient l'expression, mais quand on veut dire un pecno aux États-Unis, on dit un redneck. Voilà. Donc vous êtes des rednecks et on vous méprise et on va vous obliger à voter pour le candidat que nous soutenons parce qu'il est à nos ordres. Voilà le message qu'ils ont transmis. Seulement, bien sûr, ils ont gagné cette manche. Mais c'est pas sûr que ce message-là va passer. Parce que les Américains en ont, enfin, je l'ai déjà dit ici, le peuple américain en a plus cassé, mais vraiment, de la domination israélienne, de la domination sioniste, de la domination juive. Voilà. Et tous les sites que je suis américains, il y a une liberté de ton, c'est quelque chose d'extraordinaire. Enfin, jamais en France, on osera aller aussi loin dans la critique. Ils disent carrément, ouvertement, Trump, il fait la guerre pour Israël, au nom d'Israël, etc., etc. Et donc, tous les sondages le montrent. Tous les sondages, même ceux qui sont, même Fox News qui soutient Trump, sont obligés de reconnaître que le peuple américain est en train de virer sa cutie. Il devient antisioniste, anti-israélien et même un petit peu antisémite. Voilà. Et donc, cette victoire, vous savez, c'est comme on appelle une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire une victoire qui va précipiter la fin. Voilà. Et ça fait, bien sûr, ce qu'on appelle un vote démocratique, mais je pense qu'ils vont le payer très cher, les sionistes, parce que le peuple américain n'en peut plus. Voilà. Et 90% des Américains sont convaincus que la guerre contre l'Iran est une guerre pour Israël, au nom d'Israël, et qu'ils meurent pour Israël, et qu'ils payent 2 fois le prix de l'essence pour Israël, et ainsi de suite. Et ils achètent nos députés, ils les corrompent, et ça va vous savez, ce qu'on appelle l'hubris, c'est-à-dire le sentiment de puissance qui vous fait perdre la tête, qui vous fait croire que vous pouvez tout faire. Et c'est ce qui arrive aux sionistes aux États-Unis. Voilà, ils disent, on va abattre un candidat, vous imaginez? Je veux dire,
Vous savez, c'est les commentateurs américains, ils ne prennent pas des gants pour en parler. Et donc, ça secoue très fort et ça va ajouter au désenchantement, au désengagement de l'Amérique. Et nous verrons d'ailleurs, euh, on verra bientôt, enfin, bon, c'est vrai que c'est au mois de novembre, c'est un peu loin, mais il y aura d'autres primaires, etc. Et c'est pour ça que j'ai tenu à en parler parce que c'était un élément très important dans l'évolution de la politique américaine vis-à-vis d'Israël. Voilà, s'il y a des questions. Alors, merci, M. Cohen, pour votre analyse. Alors, il faut savoir que ce Thomas Massie, finalement, du moins auparavant, puisqu'il est candidat depuis 2012 à ces élections, et il était à chaque fois passé, et largement, avec un taux de 74-75%. Et là, aujourd'hui, il est évincé, et il y a une volonté du parti de Trump de faire une purge du Parti républicain. Et il faut préciser que ce n'est pas un cas isolé, parce qu'il y a un certain nombre d'élus euh, sur les 17 toujours élus au Congrès qui avaient voté pour la destitution de Trump en 2021. Il y en a seulement 3 qui pourraient conserver leur siège après les élections de novembre. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, les sionistes et ceux qui les soutiennent aux États-Unis, ils tentent de faire passer l'échec de Massy sur l'influence de Trump. Or, c'est complètement faux. Bien sûr, Trump a dit qu'il ne voulait pas voir Massy à la Chambre des représentants. Mais Trump, il a perdu sa base MAGA. Plus de la moitié de sa base MAGA l'a déserté. Tous les sondages le montrent. Voilà. Donc en fait, il n'y est pour rien ou pour pas grand-chose. Sauf que le lobby sioniste, il veut masquer la défaite, enfin, veut masquer son action contre Trump. Trump n'a pas mis 33 millions de dollars pour battre Massy. C'est le lobby sioniste qui a mis 33 millions de dollars pour battre Massy et qui a mobilisé, enfin bon, je vous passe les détails, qui a mobilisé des tas de gens, etc., pour matraquer la circonscription. Donc, c'est faux de dire, enfin, en tout cas, on essaye de faire croire pour essayer de camoufler, parce que les sionistes aussi, ils craignent le retour de bâton. Ils savent que, bon, ils jouent un jeu dangereux. Ils s'en rendent compte. Ils ne peuvent pas ne pas s'en rendre compte. Et donc, c'est l'argent, la finance sioniste qui a fait battre, et pas Trump. Trump, il n'est plus suivi. Vous savez, moi je regarde les sondages, mais c'est incroyable. Il a perdu quasiment les 2 tiers de ses soutiens MAGA. Voilà. Les 2 tiers, il les a perdus. Donc, si Trump leur dit ne votez pas Massy, si c'était uniquement Trump, mais jamais il n'aurait été suivi. Mais les sionistes ont mis 33 millions de dollars. Imaginons une circonscription de 100 000 habitants, je ne sais pas moi, enfin, des petites villes, de la campagne. Le matraquage avec 33 millions de dollars, mais vous pouvez faire marcher 10 télévisions avec ça pendant un mois. Effectivement, et qui plus est, c'est la plus chère de l'histoire récente du pays, hein, cette campagne. Ça n'a jamais existé, cette histoire. Jamais. On n'a jamais vu ça, même des élections de sénateurs, parce qu'il y a 2 niveaux de représentants aux États-Unis. Les sénateurs, c'est la classe, enfin, c'est beaucoup plus important. Il y a 100 sénateurs seulement pour tout le pays, alors qu'il y a 450 représentants. Les sénateurs sont élus pour 6 ans, les représentants pour 2 ans. Donc, le statut n'est pas le même. Donc, même une élection de sénateur, on dépense 1 million, 2 millions de dollars. Voilà. Mais 33 millions, ça s'est jamais vu. Le chiffre, quand ils en parlent, ben, il fait fantasmer, il fait frémir, c'est pas possible. Et pourtant, c'est la réalité. On a donné les noms des organisations qui ont payé. Voilà.
D'accord, donc il y avait une réelle volonté d'évincer Thomas Massier. Tout à fait, tout à fait. Et un message aux autres, si vous, si vous êtes, si vous manifestez contre Israël d'une façon ou d'une autre, on prendra un candidat, on mettra un candidat face à vous et on lui donnera tout l'argent qu'il faut pour qu'il vous batte. Voilà. Ça, c'est le message qu'ils vont faire passer. Mais je crois il y a quand même pas mal, j'ai entendu, et il y a pas mal de candidats qui jouent là-dessus, justement. Il y a des candidats qui viennent, qui s'affichent, qui disent, moi, je ne touche aucun dollar de l'AIPAC, ni d'aucun lobby sioniste. Voilà. Donc, on verra au mois de novembre ou dans les prochaines primaires. J'essaierai de vous tenir au courant s'il y a quelque chose d'important qui se passe. Très bien, donc là, c'est en bonne marche pour la mi-mandat de Trump. Non, on ne peut pas dire ça, puisque je vous ai dit que il a perdu les 2 tiers de sa base. En principe, on devrait assister, en principe, voilà, à un raz-de-marée démocrate, en principe. Bon. Maintenant, c'est dans, je ne sais pas moi, 4 mois, novembre, c'est 4 mois, 5 mois. Donc, beaucoup de choses peuvent se passer, notamment sur la guerre en Iran. Et donc, on verra, on suivra. Pour le moment, on ne peut pas faire trop de. C'est-à-dire, on peut spéculer, mais on ne peut pas non plus construire des raisonnements solides sur ce qui vient se passer avec des projections réalistes sur le mois de novembre. Mais ce qui est sûr, en tout cas les tendances actuelles, c'est que le Parti républicain n'est pas du. Enfin, il est très peu populaire aux États-Unis. Il a perdu. C'est pas qu'il est très peu populaire. Il a énormément perdu, d'autant plus que, par exemple, pas plus tard que hier, le président de la Chambre des représentants, comme les démocrates voulaient faire voter une loi sur la guerre, il a, il a juste fermé la Chambre des représentants. C'est comme si la présidente de l'Assemblée nationale, elle dit, bon, je vais fermer l'Assemblée nationale pour 10 jours. Voilà. C'est juste incroyable ce qui se passe. Mais bon, on verra, on essaiera de suivre l'actualité quand elle présentera un intérêt pour le sujet qui nous intéresse. D'accord, bah on va continuer alors sur un peu Trump et puis les dernières actualités. Donc la semaine dernière, on avait discuté un petit peu par rapport à la visite de Trump en Chine. Dans la Oui, foulée, on a Poutine qui s'est rendu en Chine. oui. Et du coup, aujourd'hui, comment on peut l'interpréter, comment on peut interpréter aujourd'hui le fait à tour de rôle, Trump, Poutine aillent en Chine. C'est Alors, quoi? Aujourd'hui, c'est la Chine qui a une forte influence aujourd'hui? non, je vais le dire autrement. D'abord, euh, c'est Trump qui a demandé à aller en Chine. Et c'est très important dans les relations internationales. Ce n'est pas banal. C'est-à-dire, c'est pas comme si. Non, non, Trump a dit, a demandé à aller en Chine. Voilà. Parce qu'il voulait régler certains problèmes, etc. Mais il voulait aller au mois de mars. Il a prévu d'aller au mois de mars. Et il a prévu d'aller, parce que bon, la Chine, c'est son rival numéro un, enfin, il le considère comme son rival numéro un. Et il voulait aller en position de force parce qu'il pensait, voilà, j'ai pris le Oui, pétrole nous avions évoqué, Monsieur Cohen, je me permets, nous avions évoqué ça la semaine dernière, effectivement, et à cause de la guerre en Iran, donc ils ont décalé le mais déplacement. il est même demandeur, c'est-à-dire, voilà, je demande à aller vous voir. Donc, c'est quand même une position qui n'est pas très confortable. Voilà. Bon. Et il n'a pas obtenu grand-chose. Bon, il n'a pas cédé non plus grand-chose. Trump, il est, bon, on commence à le connaître. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui peut se contredire 10 fois par jour.
je vous assure, hein, il se contredit 10 fois par jour. Tout à l'heure, j'ai entendu une chaîne américaine qui avait dit Trump a proclamé 38 fois la victoire sur l'Iran, mais le détroit d'Ormuz est toujours contrôlé par l'Iran. Bon, quand on dit 38 fois que l'Amérique a gagné, oh ben, je ne sais pas, c'est quand même un peu bizarre. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a coutume de dire tout et n'importe et son contraire. Et l'impression qu'il a laissée, c'est enfin que cet entretien ou cette visite, apparemment, enfin d'après les observateurs les plus avertis, euh, c'est une espèce de visite pour pas grand-chose, voilà. Ils n'ont pas réglé, d'autant plus que Trump, d'après ce que j'ai compris des spécialistes qui se connaissent en la matière, Trump est un des chefs d'État qui ne prépare pas ses visites. En général, quand un chef d'État, mettons par exemple Macron ou Poutine ou un autre chef, ou le chef indien va en Chine, ça veut dire qu'il y a une délégation indienne ou française ou russe qui est là-bas pendant des mois ou qui va, enfin, qui va plusieurs fois pour tenter de tout régler à l'avance. C'est-à-dire les détails, les accords, le communiqué final, etc. Et donc, quand les deux chefs d'État arrivent, bon, c'est un peu de cinéma, mais c'est pour finaliser les accords qui ont été conclus par des experts. Voilà. Or, Trump, d'après enfin, d'après les spécialistes que j'ai pu voir, Trump, c'est quelqu'un qui improvise. Voilà. C'est-à-dire, il a confiance dans son bagou, dans son pouvoir de conviction. Il croit qu'il peut, comment dire, tourner n'importe qui, voilà, lui faire admettre n'importe quoi. Et donc, il est allé, et puis bon, il a dit des trucs plus ou moins creux. Du style, moi, je vous ai raconté la semaine dernière quand il est rentré dans un jardin sur les arbres, etc. Enfin, bon, des trucs. Bon. Et juste quand il est parti, comme si c'était. En fait, je ne sais pas si c'était prévu. Je n'ai pas l'impression. La visite de Poutine, je ne crois pas qu'elle ait été prévue, en tout cas à ma connaissance. Hein. Mais 3 jours après, Poutine débarque. Et là, on voit déjà le contraste entre la réception, la densité des déclarations, les documents signés, les contrats, etc. Et c'est quand même une façon de dire à Trump, bon, voilà la vraie alliance. Parce que la hantise de l'Amérique, depuis, vous savez, cet universitaire et grand conseiller d'origine polonaise, Brzezinski, voilà. Brzezinski avait, et même Kissinger, avait déjà lancé cette idée que l'Amérique ne peut pas se permettre une alliance Russie-Chine. Et d'ailleurs, vous savez que l'Amérique a fait une révolution copernicienne diplomatique extraordinaire dans les années 70, alors que la Chine était un pays révolutionnaire, communiste, avec Mao Tse-tung, etc. Nixon est allé à Pékin et il a reconnu la Chine et tout. Et en fait, c'était une façon d'empêcher ces deux grands pays communistes de faire alliance. Donc déjà, la hantise de l'alliance russo-chinoise est présente dans la diplomatie américaine. Or, l'Ukraine enfin, bon, je ne vais pas revenir en détail, mais l'affaire ukrainienne a précipité l'alliance entre la Chine et la Russie, et ce qui s'est passé au Venezuela, en Iran, etc., a renforcé encore plus, si on peut dire, l'alliance qui devient extrêmement dense, forte, enfin, sur le plan économique, stratégique, etc., et encore sur des tas de choses qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas rendues publiques. Et donc, c'est une façon de dire à Trump,
c'est comme si on tournait la page très vite. Bon, voilà, vous êtes venus, on vous a fait une petite réception, on n'a pas parlé grand-chose, on n'a pas dit grand-chose, bon, bye bye. Et là, maintenant, on commence les choses sérieuses. Voilà. Et donc, c'est quand même un échec pour la diplomatie américaine que ce renforcement qui a l'air vraiment de... Parce que c'est pas évident. Vous savez que la Russie, l'URSS et la Chine avaient déjà eu un conflit armé dans les années 60. Bon, il n'est pas allé très loin, mais disons que ces deux monstres du communisme n'étaient pas les grands amis dans les années 60, 70, 80. On a beau être communistes tous les deux, c'était pas le grand amour. Et puis, bon, il y a l'affaire de, vous savez, ces grands espaces russes, enfin soviétiques ou russes, dans l'Est, que la Chine voudrait, d'une façon ou d'une autre, occuper, développer. Donc la méfiance était très grande entre ces deux colosses du communisme. Et ils n'ont jamais pu réellement s'entendre. Et là, par la grâce de l'Amérique et son délire de vouloir absolument imposer sa domination sur le monde, parce que la Russie avait proposé, Poutine avait proposé en 2007 à l'Occident une espèce d'accord de paix, de collaboration, des relations pacifiques, etc. Et la Russie de Poutine voulait faire partie de cet ensemble européen. Donc se détacher en quelque sorte de la Chine. Bon, en tout cas, avoir des relations normales. Voilà. Mais l'action de l'Amérique a fait en sorte que la Russie, c'est vraiment la relation entre la Chine et la Russie a atteint un niveau d'entente et de complicité extraordinaire. Et ça, c'est au nez et à la barbe et à la déception, parce que l'Amérique est en train de perdre, ne serait-ce que par exemple, Poutine et la Chine ont dit qu'ils ont des échanges qui portent sur je ne sais pas combien, des dizaines ou des centaines de milliards. Aucun échange ne se fait plus en dollars. Ça, c'est... Voilà. Et il y a des tas d'éléments comme ça qui rendent la puissance américaine plus ou moins, bon, pas encore obsolète, mais que l'Amérique, qui avait tout fait pour les éloigner, voit le rapprochement parce qu'ils ont toujours refusé la main tendue des Russes et ils essayent toujours, c'est toujours c'est l'empire, c'est la politique de l'empire, la carotte et le bâton, voilà, les menaces. Voilà. Trump, c'est 150% de droits de douane. Bon, on pouvait faire ça avec l'Union européenne, mais avec la Chine, c'était pas possible. Voilà. Alors, Monsieur Cohen, concernant la visite de Poutine, dans les médias mainstream, ça a été scruté à la loupe et, euh, et, euh, et d'ailleurs, ils ont parlé de Poutine comme étant le vassal de la Chine. Vous en pensez quoi, vous? Bon, d'abord, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, j'ai mis en garde nos auditeurs contre la malfaisance des médias occidentaux. Voilà. Même quand ils sont, par exemple, Wally avait cité de Télégraphe. C'est un bon journal, de Télégraphe. Mais lorsqu'il s'agit de la Russie, de l'Ukraine, de l'Iran et d'une certaine pandémie, vous savez très bien de quoi je veux parler, ils perdent toute objectivité et ils répercutent la doxa des gouvernements. Voilà. Donc, les médias occidentaux, il ne faut jamais leur faire confiance. Voilà. Donc, c'est simple. Quand vous voyez des nouvelles, que ce soit la AFP ou Le Monde ou Libération, de Télégraphe, tout ce que vous voulez,
quand c'est la Russie, l'Iran sont en jeu, passez votre chemin, cherchez autre chose, voilà, cherchez d'autres sources d'informations. Ne vous laissez pas embobiner, ne vous laissez pas emporter par la propagande parce que ils n'ont aucune valeur. Ces médias-là n'ont aucune éthique, aucune morale. Ils mentent parce qu'ils sont achetés par le gouvernement ou par des milliardaires. Et ça ne peut pas être autrement. Voilà. Donc, Poutine n'est pas le vassal. C'est une relation, je pense, d'égal à égal. Peut-être pas, mais comme tout à l'heure j'avais dit, ces deux pays n'étaient pas faits pour s'entendre. N'étaient pas faits pour s'entendre de manière vraiment avec une proximité extraordinaire. Voilà. Et pourtant, ils y sont arrivés. Pourquoi? Parce que c'est dans leur intérêt stratégique fondamental. Ils ont compris une chose essentielle, que l'Amérique va chercher d'abord à détruire la Russie et puis elle se tournera contre la Chine. Voilà. Ça, c'est inéluctable. Ils ont compris ça. Et quand on comprend ça, eh bien, il ne vous reste plus qu'une chose à faire. Voilà. Votre destin est lié. Le destin de la Russie et de la Chine sont intimement liés. Si l'un tombe, l'autre tombe après. Donc, ils ont intérêt à s'entendre, même s'ils ne s'aiment pas, même s'ils n'ont pas d'atomes crochus, etc., même s'ils ont une histoire mouvementée, ils sont obligés de s'entendre. Et ils le font à merveille, voilà, c'est-à-dire ils surmontent tous les obstacles, les réticences d'autrefois, les méfiances, parce qu'il y a une méfiance de l'un vis-à-vis de l'autre aussi. Je vous ai dit tout à l'heure que l'URSS se méfiait toujours de cette Chine qui avait 1 milliard d'habitants et qui regardait avec gourmandise du côté de la Sibérie, voilà, qu'elle aurait voulu conquérir, en tout cas y envoyer des millions de gens. Donc il y a une grande méfiance entre ces puissances, et même sur le plan idéologique. Ils n'avaient pas la même, quand ils étaient tous les deux étaient communistes, ils n'avaient pas la même vision du communisme et du communisme international. Donc en fait, ces deux pays, ces deux géants n'étaient pas faits pour s'entendre, mais l'action de l'Amérique les a rapprochés et finalement, ils ont compris qu'il était de leur intérêt vital de s'entendre. Voilà. Et ils le font très bien parce que ce sont des grands dirigeants qui comprennent où est leur intérêt et qui comprennent qui ont compris la façon dont fonctionne l'Amérique et ils sont rendus à l'évidence. Voilà, il faut faire front contre l'ennemi commun, c'est même pas l'ennemi commun, c'est l'empire. C'est un empire qui veut dominer le monde. Voilà. Donc aujourd'hui, la Russie le sait, la Chine le sait, l'Iran le sait, l'Inde hésite encore parce que l'Inde, enfin bon, c'est un autre problème. Mais voilà, il y a un front de résistance qui aujourd'hui regroupe la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Sud. C'est pas mal, c'est-à-dire 4 pays qui ont des atouts et qui sont résolus à contester l'Amérique. Voilà. Très bien, merci, M. Cohen. Alors, il y avait quelques questions dans le chat, M. Cohen, pour vous. Alors, il y a un commentaire là où, pour ce qui est de la France, il serait prévu dès cet été une inflation généralisée. Vous avez un son de cloche, vous avez quelque chose, vous avez des informations à ce sujet? Bon, on peut dire que des répercussions à cause de la guerre en Iran, effectivement. Il y a déjà une inflation, par exemple, déjà le prix de l'essence.
Or, Oui, ça c'est. j'ai parlé des États-Unis. Or, quand l'essence monte, elle se répercute sur les transports, sur la production agricole, sur les produits. Il y a des tas de produits qui sont vous savez, la pétrochimie. Bon, je suis pas un spécialiste, mais tout ce qui est plastique, etc. Enfin bon, et les engrais, etc. sont à base de pétrochimie. Et donc, ben, tout cela va augmenter, enfin, a déjà augmenté. Et si jamais il n'y a pas de solution, d'ailleurs, on dit, enfin, les experts le disent, même si la guerre s'arrêtait demain, voilà, admettons, la guerre s'arrêtait demain, tout ne va pas reprendre comme avant du jour au lendemain. Voilà. Ça va prendre des mois. Il y a des produits, il y a des puits de pétrole qui ont été détruits. Il y a des installations de gaz qui ont été détruites, etc. Il y a des usines d'aluminium qui ont été détruites. Donc, en fait, les dégâts vont continuer pendant un bon moment. Donc, en fait, la crise, l'inflation, elle est là. Et la crise est en train de s'aggraver et elle ira en s'aggravant, même si la guerre s'arrêtait aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas. Euh, donc, pour certains pays, paraît-il, enfin en tout cas, pour le moment, l'Occident est un peu protégé parce qu'il utilise ses réserves. Mais lorsque, vous savez, il paraît qu'il y a, enfin, je ne sais pas combien de centaines de bateaux ou de containers ou de navires qui transportent le pétrole qui sont bloqués dans le détroit d'Ormuz. Ils sont des centaines. Enfin, j'ai oublié le chiffre exact, mais ils sont des centaines complètement chargés, mais qui ne peuvent pas sortir. Voilà. Et donc, tout ça manque. Voilà. Et la crise est là. Bon, peut-être qu'on ne veut pas en parler beaucoup, mais ceux qui se connaissent, enfin, je vous conseille par exemple d'écouter Jacques Sapir, qui passe régulièrement. Lui, il explique ça très bien. Bon, c'est un grand économiste. Et vraiment, quand on l'écoute, on se rend compte à quel point la situation économique est catastrophique aujourd'hui, mais demain, elle va être encore plus dramatique. Oui, excusez-moi, j'avais le micro coupé, pardon. Je disais, il y avait une autre Oui. question concernant le dollar. Hmm. C'est quoi, selon vous, le futur de cette monnaie et l'évolution de l'or aussi, par la même occasion? Ben, on voit bien que le dollar est en train de perdre. Évidemment, il ne va pas le faire du jour au lendemain, mais chaque mois qui passe, le dollar voit son statut diminuer. Avant, tous les échanges s'effectuaient en dollars, et le pétrole, bien sûr. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai cité tout à l'heure le cas où entre les échanges entre la Russie et la Chine, plus aucun échange ne se fait en dollars. Voilà. Et si mes souvenirs sont bons, l'Arabie Saoudite, je me méfie un peu sur l'Arabie Saoudite parce que ils sont toujours assis entre deux chaises. Je les comprends, c'est normal. C'est un pays qui voudrait s'émanciper de la tutelle américaine, mais ils savent que les Américains, ils peuvent se venger. Donc, ils le font prudemment. Mais il y a 2 ans, ils avaient annoncé qu'une partie de leur production de pétrole, notamment vers l'Asie, allait se vendre en yuan. Donc c'était quand même, à l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit. Donc le dollar d'ailleurs, il a baissé énormément. Je pense qu'en un an, il a perdu 15% de sa valeur ou 20%. Je ne sais pas exactement le chiffre, mais en tout cas, il a baissé de l'ordre à peu près, mettons, de l'ordre de 15%. Voilà. C'est colossal, c'est énorme. Et puis, il y a le taux d'intérêt qui monte, donc l'Amérique va payer de plus en plus cher les intérêts de sa dette,
qui est colossal. Et tout ça va peser sur les budgets de l'Amérique, etc. Donc, et puis, avant, vous savez, il y a des pays, mettons le Brésil, il aurait voulu s'émanciper du dollar. Mais ce n'est pas évident, ce n'est pas facile de dire aux États-Unis, je vous fais un doigt d'honneur et je laisse tomber le dollar. Parce que les représailles pouvaient être mortelles. Mais l'exemple de l'Iran a montré que finalement, les Américains ne sont pas aussi puissants et on peut le résister. Bon, peut-être tous les pays ne peuvent pas faire la guerre à la manière des Iraniens, mais en tout cas, l'Amérique n'a plus cette arrogance de la puissance, vous savez, la projection de puissance. C'est-à-dire, on envoie, rappelez-vous, le début de la guerre en Iran, ils ont envoyé 3 porte-avions. Vous savez, un porte-avions, il ne voyage jamais seul. Il a toujours une dizaine de destroyers autour. Donc, imaginez la flotte, enfin, c'est monstrueux. Eh bien, tout ça n'a pas fait peur à l'Iran. Voilà. Et ils sont obligés, tous ces navires sont obligés de rester à 600 ou 700 kilomètres des côtes pour ne pas être touchés. Donc, la puissance américaine a perdu beaucoup aux yeux du monde. Ça veut dire que certains pays peuvent se dire, après tout, moi aussi. Et puis, par exemple, les Émirats arabes unis et certains pays du Golfe veulent rapatrier, ne serait-ce que parce qu'ils en ont besoin, des dizaines ou sinon des centaines de milliards qu'ils avaient investis dans l'économie américaine. Donc, ils vont les rapatrier. Le Japon pourrait vendre une partie de sa dette. Quand je dis une partie, ça veut dire que ce sont des centaines de milliards. Donc, en fait, la situation du dollar américain, elle devient assez difficile. Voilà. Quant à l'or, c'est d'après ce que l'on entend, mais la Chine et la Russie ont constitué des réserves en or assez extraordinaires, donc qui pourraient servir de base, enfin pour soutenir une éventuelle monnaie d'échange entre les pays des BRICS, ou en tout cas les pays des BRICS qui seraient prêts à y adhérer. Voilà. Merci, M. Cohen. Alors, on va faire une transition pour la fin de cette chronique. M. Cohen, j'aimerais évoquer la relation France-Algérie et la visite donc tout récemment de Darmanin en Algérie. Et je voudrais vous faire écouter un petit audio ce sont des propos qui ont été tenus sur la chaîne les grandes gueules sur RMC. Je vous fais écouter et j'aimerais que vous réagissiez sur les propos qui sont tenus par cet homme politique que vous allez reconnaître. D'accord. Le ministre de l'Intérieur, c'est Gérald Darmanin qui était hier en Algérie. Il a rencontré M. Tebboune. Est-ce que c'est la bonne méthode, la méthode plus douce que Bruno La prostitution d'État. La prostitution d'État. Oui, c'est la prostitution d'État. Donc, si ça sauve Christophe Glaise, je dirais, il s'est prostitué, il a sauvé Christophe Glaise, mais je pense pas que ce soit la bonne méthode. Maintenant, il y a le destin d'un homme. Donc, je ne vais pas faire de polémique là-dessus, mais après, il faut arrêter. Il faut dénoncer les accords de 68, il faut retrouver une relation noble avec l'Algérie, et je ne confondrai jamais le peuple algérien, qui souffre beaucoup, des dirigeants algériens. Et ça, c'est très important. Donc moi, je ne veux pas faire commerce d'un conflit imaginaire entre la France et l'Algérie, parce que le peuple algérien, il aime la France, contrairement à ce qu'on dit, mais il a des dirigeants qui font commerce d'une haine recuite et cuite pour se maintenir au pouvoir. Et je ne pense pas que d'aller les câliner et leur cirer les pompes soit la bonne solution. Voilà. Alors, vous avez reconnu, monsieur le politicien, pardon? Non. Non, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Non, c'est vrai? Oui. Il a dit ça, hein? Bon, c'est étonnant. C'est étonnant de sa part. Je ne pensais pas qu'il...
Enfin, je suis un petit peu surpris, mais bon, remarquez, c'est quand même un homme de droite et qui veut peut-être ratisser un peu large. Il est un peu paumé, hein. Bon, je comprends. C'est quelqu'un qui n'est même pas sûr d'avoir les 5%, les 500 signatures pour se présenter. Et même s'il se présente, bon, ce qu'il va espérer 2%, 3%, 4%, c'est pathétique. Voilà. Je veux dire, euh, quand on a comme perspective de récolter 3 ou 4%, il faut faire preuve d'humilité. Voilà. C'est dommage pour lui parce que à un moment donné, il semblait avoir un discours souverainiste, indépendantiste, et qui ramenait la France à un rang d'autrefois. Voilà, un rang élevé d'autrefois. Mais enfin bon, voilà, je ne sais pas quoi dire. Enfin bon, voilà, j'ai dit ce que je pensais. Bon, maintenant, et malheureusement, enfin, moi je suis convaincu, je connais un petit peu le personnage, enfin ses idées. Et je pense que s'il a dit ça, c'est parce qu'il veut ratisser, il cherche désespérément à élargir son, son espace. Parce que, bon, je vous ai dit, hein, c'est quelqu'un qui va faire 3-4%. Voilà. Et s'il peut se présenter, voilà. Et donc, ben, il cherche désespérément à grignoter parce qu'il n'a pas d'espace ailleurs. C'est-à-dire, bon, c'est quelqu'un d'ancré à droite, mais il veut peut-être reprendre le flambeau de comment il s'appelle, Retailleau. Retailleau, il est décrédibilisé. Retailleau, il avait ce discours quand il était ministre d'Intérieur. Sauf que, finalement, il est resté un ministre d'Intérieur pendant 1 an, à peu près, et on s'est rendu compte que, bon, peut-être qu'il n'a pas le pouvoir de tout faire, mais en tout cas, c'était son discours. Et il n'a pas assumé, c'est-à-dire il n'a pas assumé qu'il fut contredit par le chef de l'État. Et donc, il était prisonnier il aurait dû démissionner, par exemple. Après tout, ça existe, la démission. Et ça l'aurait grandi aux yeux de l'opinion. C'est-à-dire, moi, je défends une position dure, le chef de l'État ne me le permet pas, je démissionne. Voilà, parce que moi, c'est ma politique. Or, aujourd'hui, Retailleau passe pour un mec qui ne tient pas ses promesses, qui parle en l'air et qui lance des engagements à gauche, à droite, sans les respecter, etc. Alors, voilà. Et donc, on a un autre candidat qui se dit, tiens, Retailleau, il est dans la mouise, je vais essayer de récupérer ses voix, c'est-à-dire je vais reprendre son discours. Parce qu'il faut reconnaître que c'est un discours qui marche, enfin, auprès d'une certaine opinion. C'est-à-dire, il peut, si Dupont-Aignan, comment dire, s'il tient ce discours et s'il arrive à se présenter, il pourrait grignoter 2 ou 3%, 4%. Il ne faut pas rêver, hein, il ne va pas faire des miracles. Mais au moins atteindre les 5% qui permettraient de rembourser les frais de campagne, par exemple, ce qui est déjà pas mal. Et puis ça donne une certaine stature. Donc, vous savez, pour moi, c'est de l'électoralisme. Voilà. C'est-à-dire, j'imagine Dupont-Aignan, dans son bureau, il se dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour élargir mon électorat? Vous savez, ce sont des gens qui calculent comme ça. Ce ne sont pas des convictions profondes. Il se dit, il y a une marge, il y a une tranche de Français qui aiment entendre ce discours, parce que quand Retailleau faisait ce genre de discours, il rencontrait un certain écho auprès de la droite française, en tout cas d'une certaine droite française. Et malheureusement pour lui, c'était juste des discours en l'air, voilà, parce qu'il n'a jamais rien réussi à imposer comme politique de fermeté. Bon, c'est peut-être pas de sa faute, parce qu'il n'était pas le chef de l'État, mais à ce moment-là, quand on ne peut pas appliquer une politique qu'on aime, on démissionne, voilà.
Et au moins, aux yeux de l'opinion, aujourd'hui, si Retailleau disait la même chose, on dira il est capable de le faire parce qu'il a démissionné. Or, il a manqué de fermeté. Et donc, moi, je pense, parce que d'ailleurs, j'étais surpris, j'ai dit d'ailleurs que j'étais ma surprise de voir Dupont-Aignan tenir ce discours, vous savez, qui flatte l'électorat dans le sens du racisme, de bas étage. Voilà, parce que au fond, n'importe quel homme politique responsable, voilà, il sait que c'est vraiment mettre la France dans une position très délicate, très difficile, si on en vient à ce genre de propos face à l'Algérie. Voilà. Bah, Oui, Monsieur Cohen, alors petite précision, vous avez parlé de Retailleau. En ce oui, moment même, il était en visite en Ukraine, hein. Alors je ne sais pas pour quelle raison, mais il a visité un hôpital des blessés de guerre en Ukraine, hein. C'était une oui. petite information que je voulais vous donner. Mais concernant là les propos que vous avez tenus, que vous avez entendus de Dupont-Aignan, est-ce que vous avez bien compris quand il parle de prostitution d'État? Oui, bon, enfin, moi, je veux dire, voilà, en fait, ce sont des politiques. C'est un politique. Et un politique, c'est quelqu'un qui cherche à, comment dire, à choquer un peu, à trouver une formule qui va être reprise par les médias et qui va faire mouche. Voilà, c'est ça le but de ce qu'on appelait à une époque, je ne sais pas si ça s'utilise encore, mais à une époque, enfin ancienne, très ancienne, on disait la petite phrase. Voilà. C'est-à-dire les hommes politiques cherchent la petite phrase. C'est-à-dire la phrase choc, la phrase qui va faire boum. Voilà. Oui, Et c'est dans le langage moderne, c'est de faire du buzz. voilà. Et à l'époque, on disait la petite phrase. Donc en fait, ça veut rien. C'est bête. Voilà. Mais il veut choquer, enfin, il veut choquer, il veut attirer l'attention sur lui. S'il avait dit une phrase, la preuve, c'est qu'on en parle. Voilà. Alors que s'il avait dit quelque chose de doux, ça serait peut-être passé inaperçu. Donc en fait, l'homme politique, surtout s'il est. Bon, il n'a aucune chance, encore une fois, Dupont-Aignan, aucune, même de dépasser peut-être même les 5%. Donc il faut qu'il existe. Donc il faut qu'il sorte des trucs qui choquent l'opinion pour dire ah, il a dit oh là là, que c'est un mec, etc. Et c'est pathétique et enfantin. Voilà, il faut pas, à mon avis, il ne, il n'est rien sur la scène politique française, franchement. Enfin, il n'est pas grand-chose. C'est pas qu'il n'est rien. Il n'est pas grand-chose. Voilà. Il ne Il ne représente pèse, pas grand-chose, effectivement, hein. voilà, Il y a pas il ne énormément pèse pas de. grand-chose. Donc il s'agite quand même, voilà, dans son bocal comme ça, voilà. Bon, mais il faut, Bon, Monsieur il faut. Cohen, on est rentré dans la dernière, pas dans la dernière ligne droite, mais là, on est rentré comment dire, l'échéance présidentielle de 2027. Là, on voit que ça s'anime un petit peu là. Oui, ben je sais pas, oui, peut-être. Mais bon, Non, ouais, c'est peut-être encore un peu trop tôt, mais on voit mais qu'il y encore, a, il y a des prises de parole. Bon, bah là, bon, Dupont-Aignan, on a vu Marine Le Pen. Alors, je ne sais pas si Marine Le Pen est éligible en 2027. Est-ce qu'elle a le droit je de se sais pas non présenter? plus. Je sais pas non plus. Ouais. Je ne sais pas. Alors, comment voyez-vous alors, on a une année, hein, voilà. Mais comment voyez-vous le nouveau prochain président français? Qui voyez-vous, Monsieur Cohen? Je vais vous dire le fond de ma pensée. Pour moi, euh, je vois Édouard Philippe. Et attendez. Et si ce n'est pas lui, ça sera un clone. Vous savez ce que c'est un clone? Voilà. C'est-à-dire un type qui lui ressemble,
qui est exactement… Parce que, vous savez, un président français, il n'a pas de grand pouvoir. Qu'est-ce qu'il peut faire? 80% des lois viennent de Bruxelles. Il faut qu'il obéisse aux banques, à Bruxelles, à Washington. Il n'a que très peu. C'est ça qui est drôle. Moi, je suis un anarchiste. Voilà. Je ne crois pas du tout aux élections. Pour moi, c'est une farce. Et je trouve pathétique que le peuple y succombe. Bon, mais le peuple, il est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? C'est un jeu, c'est une farce, c'est un cirque. C'est-à-dire qu'en fait, on va s'agiter pendant 1 an. Et vous allez peut-être me demander de temps en temps mon avis sur X ou Y. On va s'agiter pendant 1 an et on va élire quelqu'un qui va faire du Macron. Voilà. Voilà, ça va Mais être la ça, continuité Macron. voilà. Mais ça ne sera pas Macron, mais ça va être du Macron. Voilà. D'accord. Alors, on va continuer, Monsieur Cohen. Est-ce que vous avez entendu parler du problème qui a eu lieu cette semaine dans le stand algérien à l'UNESCO? Non. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé? Donc, il y a eu agression il y a des personnes qui sont arrivées sur le stand algérien à l'UNESCO, là, qui étaient en train d'exposer des produits voilà, du patrimoine algérien. Oui, bien sûr, Voilà, oui. exactement. Et du coup, ils ont été agressés par des Marocains. Donc, il y a eu un communiqué. Oui, il y a eu un communiqué officiel de l'ambassade d'Algérie à Paris qui a fait un communiqué en dénonçant ces agressions. Et pas longtemps après, il y a eu un communiqué marocain en disant que c'était les Algériens qui provoquaient tout ça. Alors bon, c'est dommage que vous n'aviez pas pris teneur de ce qui s'est passé, mais en fait, c'est compliqué, c'est très compliqué cette situation qu'il y a de jour en jour et de semaine en semaine, que ce soit dans le domaine culturel ou dans le domaine sportif où il y a des tensions. Et puis bon, on le sait dans le domaine politique, hein, on va pas le rappeler, il y a une rupture diplomatique depuis 2020. Il y a une frontière qui est fermée depuis 1994. Voilà, ça ne va pas en s'améliorant entre l'Algérie et le Maroc. Hein. C'est très très compliqué, Monsieur Cohen. Est-ce que demain, alors on en avait déjà parlé, hein, mais est-ce que toutes les conditions aujourd'hui, peut-être pas encore aujourd'hui, mais toutes les conditions sont en train de se réunir pour qu'il y ait un conflit entre ces deux pays. Et quand je parle d'un conflit, je parle d'un conflit militaire. Oui, ça c'est quelque chose qu'on peut jamais savoir. Voilà. Parce qu'en fait, une guerre éclate et on sait rarement pourquoi, enfin à quel moment elle va éclater, pourquoi elle a éclaté à ce moment-là, avec quelle, comment dire, de quelle nature elle est. Est-ce qu'elle est juste, comment dire, limitée ou générale ou avec des alliés. Enfin, ce sont des éléments. C'est une guerre, on ne peut pas. Enfin, bien sûr, tous les éléments sont là, mais ils sont là depuis aussi des années. Bon, c'est vrai qu'ils s'aggravent avec la présence des Israéliens, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut. Voilà, on peut dire qu'il y a un risque, mais comme dans tous les. Bon, il y a un risque certain, ça c'est évident, parce qu'il y a une cristallisation des rivalités, toute une histoire chargée de rancœur, d'accusations territoriales, etc. Mais ça peut aussi continuer comme ça pendant des années. C'est vraiment… voilà, c'est… Alors, on peut pas, effectivement, comme vous venez de le dire, on peut pas prévoir, effectivement, mais en tout cas, il y a des tensions, c'est palpable et ça, c'est plus comme avant, j'ai envie de dire, dans les réseaux sociaux. Là, carrément, c'est dans le réel hein, que ça se passe maintenant, et même entre les populations. Alors, je veux pas généraliser, bien sûr, mais malheureusement, c'est vrai que les populations sont chauffées à blanc des deux côtés.
Donc, voilà, non, c'est regrettable. C'est très regrettable, d'autant plus quand on connaît quasiment, c'est le même peuple, presque, quasiment. Enfin bon, surtout ceux qui sont au nord, Oujda, Tlemcen, etc. Moi, je me souviens au niveau même des Juifs de cette région-là, les Marciano à Oujda, etc. Et ben, pour nous, enfin, moi j'habitais à Meknès, mais quand, quand j'avais l'occasion de rencontrer ou d'entendre des gens qui venaient de cette région, on avait toujours l'impression que Oujda, Tlemcen, un peu Oran, mais surtout Tlemcen et Oujda, faisaient presque partie d'un ensemble uni, cohérent. Moi, j'ai gardé cette idée dans le temps. Je me souviens vraiment. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer des Juifs de cette région. Il y a des Juifs très connus de cette région-là qui s'appellent les Marcianos. Et donc, j'étais copain avec certains Marcianos. Et c'est vrai voilà, comme ça, à l'occasion, enfin, on ne parlait pas politique parce qu'on était très jeunes et on n'avait pas les éléments pour parler politique, mais les relations familiales, la musique, c'est un peu la même musique, etc. Donc, voilà, c'est triste de voir ça. Voilà. C'est dommage. Ouais. Malheureusement, c'est comme ça. On va espérer qu'il n'y aura pas de plus de complications que ça hein, dans la relation. C'est voilà, chacun de son côté, chacun avance à son allure, comme il le souhaite, et a des relations avec qui il veut. Hein, voilà. Ce sont deux pays a priori souverains et indépendants aujourd'hui. Bon, voilà. Juste une dernière question, c'est par rapport à. Alors, je ne sais pas encore une fois si vous avez suivi, M. Cohen, parce que bon, des fois, on n'est pas toujours à suivre les mêmes informations et tout ça. Mais il y a eu en parallèle donc de la visite de Darmanin à Alger, il y a eu la visite de Jean-Noël Barrot à Rabat. Ah, je n'étais pas au courant. Donc, la France joue sur tous les tableaux, j'ai envie de dire. Mais je vais taper sur les doigts de mon attaché de presse qui ne me tient pas au courant. Alors, oui. Bon, voilà. Alors, sachez, M. Cohen, je vous dis ça parce que, effectivement, la France a un passé avec ces deux pays-là. Elle entretient des relations avec ces deux pays-là, même avec tous les pays d'Afrique du Nord et même d'Afrique. Mais là, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que il y a quelques semaines de ça, c'est Macron qui visitait le Kenya. Oui, ça je sais. Voilà. Et depuis le Kenya, il a fait une déclaration aux médias. Et à un moment donné, on lui a posé la question sur la relation avec l'Algérie. Et il a répondu que bon, on était en train de discuter, de retrouver, voilà, étape par étape, retrouver un dialogue. Et Macron, il a sous-entendu quand il a tenu ses propos, il a sous-entendu dire que comment dire qu'il fallait pas s'occuper du voisin en parlant de l'Algérie, de la relation qu'elle a elle avec la France et ne pas s'occuper de la relation que la France peut avoir avec le Maroc. Et moi j'ai trouvé ça un peu culotté de M. Emmanuel Macron qui, lui, en 2024, pardon, en juillet 2024, avait décidé d'annoncer officiellement que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivaient sous la souveraineté voilà, marocaine. Hein comment voulez-vous que le voisin qui soutient l'autodétermination des peuples et qui soutient le Sahara occidental et les Sahraouis ne soit pas concernés par ça? C'est pas possible. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis là, en parallèle de cette visite de Darmanin, il y a Jean-Noël Barrot qui s'est rendu à Rabat et qui a rappelé cette fameuse phrase d'Emmanuel Macron sur l'avenir et le présent et l'avenir du Sahara occidental sous souveraineté marocaine.
C'est pas encore, donc c'est pas encore comment dire, les grandes retrouvailles, voilà. Ça veut dire Et d'ailleurs, dernière information, M. Cohen, c'est qu'il oui, prépare, il est allé là-bas, il s'est rendu là-bas à Rabat, oui. il a annoncé qu'il y aurait une visite prochainement du roi Mohamed VI en France. Voilà. Bon, c'est-à-dire que Macron, enfin, n'a pas renoncé à imposer son point de vue à l'Algérie. Voilà. C'est-à-dire forcer l'Algérie à accepter sa position privilégiée avec le Maroc. Voilà. Bon, il va tenter, peut-être que ça va marcher, mais moi, j'y crois pas trop, mais peut-être, on verra. C'est dommage parce qu'au fond, c'est-à-dire ce qu'il ouvre d'une main, il le referme de l'autre. Voilà. C'est-à-dire il envoie Darmanin dans un geste d'apaisement, et puis après, mais pour dire attention, hein, je ne lâche rien. Hein. Ouais. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Ouais, et moi, ce qui est marrant dans tout ça, c'est qu'on en rajoute une couche avec toutes les autres parties, toutes les politiques de France qui disent l'Algérie doit respecter le droit international en reprenant ses OQTF, mais la France a le droit de ne pas respecter le droit à l'autodétermination des Sahraouis. Elle soutient l'occupation du Maroc sur le Sahara occidental. Donc voilà, c'est ça que je mets en parallèle. C'est un peu. Voilà, Monsieur Cohen, je vous embête plus avec tout ça. Je vous Merci souhaite de me un embêter. excellent week-end. Profitez bien de ce long week-end de l'Ascension. Et on se D'accord, retrouve la semaine prochaine. très bien, avec plaisir. Bonsoir à tous. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, c'est la fin de cette chronique hebdomadaire avec Jacob Cohen. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne Altitude sur YouTube et revoir l'entretien, la chronique en rediffusion. N'hésitez pas à la partager un maximum bien sûr et n'hésitez pas pour celles et ceux qui veulent contribuer à soutenir la chaîne. Vous avez la possibilité de souscrire ou même d'envoyer via le lien PayPal qu'il y a en description. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Que la paix soit sur vous, les amis. Salam alaikum.